Hello tout le monde, hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette première vidéo. Donc cette vidéo consiste en un guide complet sur la manière de structurer ses finances personnelles en seulement 5 étapes pour votre année 2026 et pour les années à venir bien évidemment. Ça marchera pour vous sur le long terme une fois que vous avez acquis bases, et donc ces bases là on va les voir une par une justement à travers ces 5 étapes. Donc je vous propose qu'on commence dès maintenant. Alors en guise de première étape, vous allez voir, c'est des choses vraiment simples. Donc là c'est plutôt un guide orienté débutant, mais mine de rien, il y a des choses, je pense, que vous avez peut-être oubliées, donc c'est toujours bien de revenir justement sur les fondamentaux. Et par rapport à ça, hop, je vais prendre mon petit crayon et on va regarder donc cette première étape. Alors la première étape, c'est la suivante, c'est justement d'aller travailler sur l'audit de votre situation. Donc qu'est-ce que ça veut dire auditer cette situation? Ça va être simplement d'ouvrir un tableau budgétaire que vous allez récupérer en ligne, que vous allez créer vous-même sur un tableur Excel, sur une feuille de papier, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Je vais même vous mettre le tableau budgétaire que j'utilise avec les membres de Serenity, de mon accompagnement, juste en dessous de cette vidéo. Vous pourrez le récupérer totalement gratuitement et le remplir à votre guise, l'utiliser comme vous le voulez. Donc pour rappel, ce tableau budgétaire est totalement automatisé, donc c'est vrai que vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est de remplir les cases nécessaires. Et donc en fait, auditer sa situation, c'est faire un petit peu l'état des lieux de ses revenus et de ses charges. Donc très simplement, vous faites vos revenus moins vos charges, quelles qu'elles soient, et vous allez ainsi définir en premier lieu votre capacité d'épargne. Alors cette capacité d'épargne, c'est l'argent qui vous reste à la fin du mois que vous pouvez verser directement sur vos livrets de manière générale. Vous pouvez même verser sur un contrat d'assurance vie en fonds en euros. Dans tous les cas, c'est verser sur quelque chose qui va rendre votre argent vraiment liquide, disponible à tout moment. Donc, généralement, le compte courant, les livrets, un contrat d'assurance vie en fonds en euros. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à dispo, en tout cas en France. Et ensuite, en deuxième point, vous allez travailler sur votre matelas de sécurité. Alors vous savez, le matelas de sécurité, c'est ce qu'il y a de dispo sur les livrets, je viens d'en parler à l'instant. Et comment le définir, ce matelas de sécurité, assez précisément? En fait, on a l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui nous a préconisé certaines choses. La première chose, c'est si vous êtes en CDI, ok, comme c'est indiqué ici, vous devez avoir de côté 3 à 4 mois de dépenses essentielles. Les dépenses essentielles, c'est toutes les dépenses hors les dépenses de loisirs, vous les supprimez. Ensuite, si vous êtes en CDD intérim ou en tant qu'entrepreneur, vous avez un peu plus de risques justement liés à votre boulot. Donc il faut que vous preniez aussi plus de sécurité à côté en cas d'imprévu. Donc pour ça, l'AMF vous préconise 6 à 12 mois de dépenses essentielles d'aller chercher de côté, à mettre de côté sur vos livrets. Par rapport à cette situation initiale, donc ça vous savez à peu près où vous vous situez je pense aujourd'hui, je vous apprends rien, vous allez pouvoir ajouter 2 mois supplémentaires de dépenses essentielles sur vos livrets par enfant à charge dans votre foyer. Et si vous avez des lignes de crédit en cours, que ce soit crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit renouvelable, peu importe, par ligne de crédit, vous rajoutez 1 mois supplémentaire à mettre absolument de côté sur votre matelas de sécurité pour vraiment être le plus serein possible et éviter justement toute problématique liée à un imprévu qui serait coûteux pour vous. Le but, c'est de bien calculer votre besoin en fonction de votre situation, comme vous l'avez compris. Donc je vous laisse prendre une photo si nécessaire et le comparer surtout à votre seuil psychologique. Pourquoi je parle de seuil psychologique? Parce que quand on parle de livret, jusque-là, par des Français ont eu l'habitude d'épargner, pas d'investir. C'est-à-dire qu'on a toujours eu de très bons réflexes pour mettre de l'argent sur nos livrets et se dire qu'il est investi parce qu'il travaille à 1,5, 2%, 2,5% par an. Ça va dépendre justement de l'évolution des taux et l'évolution des conditions de rémunération de ces livrets. Mais globalement, c'est pas de l'investissement, c'est de l'épargne. Et je sais que d'un point de vue psychologique, ça peut être dur parfois de se dire j'ai trop d'argent sur mes livrets et donc je vais le supprimer ou du moins le prendre pour le mettre ailleurs sur un autre investissement qu'on maîtrise peut-être un peu moins et qui serait même un peu moins liquide. Donc il faut que psychologiquement vous soyez en phase. C'est-à-dire que si le matelas de sécurité dont vous avez besoin, préconisé par l'AMF, est de 15 000 euros par exemple, mais que votre seuil psychologique, vous n'acceptez pas de voir moins de 20 000 euros sur vos livrets, eh bien respectez votre seuil psychologique pour le moment et petit à petit, en prenant justement de l'expérience, vous allez pouvoir vous dire ah ben en fait c'est vrai que j'avais peut-être un peu trop d'argent sur mes livrets et donc je vais pouvoir abaisser un peu ce seuil-là pour atteindre un petit peu la préconisation de l'AMF et donc être en phase et aligné avec tout ça. Voilà, c'était le petit aparté, mais ça vraiment faire attention et ça va être hyper important pour vous. Et donc forcément, si votre matelas de sécurité est atteint, en quelque sorte, vous avez atteint justement, il vous faut 15 000 euros, vous avez déjà 15 000 euros sur vos livrets, alors votre capacité d'épargne, ce que vous mettiez tous les mois sur vos livrets, va devenir votre capacité d'investissement, tout simplement. Et autrement, si c'est pas encore atteint, vous allez juste continuer à remplir dans un premier temps votre matelas de sécurité et on va pas parler d'investissement tout de suite. Il y en a qui disent qu'on peut faire les deux en même temps. Moi, je préfère vraiment procéder par étapes. Le plus important pour vous, ça va être vraiment de vous sentir à l'aise par rapport à la façon de faire. Et donc, si vous avez besoin d'abord de remplir votre matelas de sécurité, je vous conseille évidemment de le faire dans un premier temps. Voilà pour cette première étape. Deuxième étape, on va rentrer dans une phase intéressante où là, la deuxième étape, ça va être de travailler sur vos objectifs de vie. Fameux objectifs de vie et donc définir vos objectifs prioritaires et plus particulièrement vos 3 objectifs prioritaires. Alors,
Alors, avant de rentrer dans ce détail-là, je voulais vous montrer un petit graphique Ikigai sur lequel j'ai pu travailler. Alors, est-ce que je l'ai inventé? J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas vraiment trouvé ça ailleurs et j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter de cette manière. En fait, un objectif de vie, vous voyez, c'est un des éléments principaux pour l'élaboration d'une stratégie financière et patrimoniale. Ok, on doit avoir une approche par objectif, définir des objectifs de vie. Ça va être vraiment la base. C'est pour ça qu'on est dans une phase ici de préparation et de définition d'objectifs de vie. Par contre, un objectif de vie peut pas être défini tout seul. Il doit être accompagné de deux autres points hyper importants. Votre tolérance au risque, que vous allez pouvoir définir à travers l'élaboration d'un questionnaire de risque qui va être soit proposé par l'assureur, le courtier vers lequel vous allez investir quand vous allez mettre en place votre stratégie, ou alors par vous-même si vous décidez d'aller sur internet faire vos recherches, trouver un questionnaire adapté, le remplir et voir in fine en fonction de vos réponses un petit peu ce qu'il en ressort pour savoir si vous êtes plutôt profil prudent, équilibré ou dynamique. Mais dans tous les cas, ça c'est hyper important de bien le définir, je reviendrai dessus. Et en troisième lieu, c'est l'horizon de placement. Un objectif de vie qui n'est pas lié à un horizon de placement. Donc les horizons, on retrouve du court terme, du moyen terme et du long terme. Le court terme, c'est tout ce qui est inférieur à 2 ans. Moyen terme, c'est entre 3 et 7 ans. Et long terme, c'est tout ce qui a plus de 7 ans, plus de 8 ans et l'infini entre guillemets. En fait, c'est le rassemblement de ces 3 points qui va nous permettre de définir des objectifs concrets de vie alignés à une tolérance au risque défini et un horizon de placement qui est précis. Et si on n'a pas ces 3 éléments ensemble au même moment, alors la stratégie ne peut pas tenir debout. Ok, la stratégie, ce sera le point suivant, le point 3. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument avoir ces 3 éléments ensemble. Alors, effectivement, si on commence en bas à gauche, par exemple, qu'on a seulement nos objectifs de vie définis et notre horizon de placement. Bon, on a correctement défini nos objectifs, on les a bien classifiés, on a bien défini les horizons de placement, par contre, on n'a pas fait l'exercice du questionnaire de risque et on ne connaît pas notre tolérance face au risque. Et bien concrètement, c'est le manque actuel, la tolérance au risque. On est bien d'accord ici. Est-ce qu'on est prudent, équilibré ou dynamique? Ça, on ne sait pas, ça n'a pas été fait correctement, donc là, on ne peut pas définir justement de profil adéquat. Et donc, si on ne peut pas définir de profil, il est impossible pour nous de définir une allocation stratégique adéquate parce que d'une part, on ne va pas respecter les normes qui sont imposées par les autorités de marché financier à ce niveau-là justement, pour commencer à investir et mettre en place des investissements, on est obligé de définir une tolérance face au risque pour notre client ou pour la personne qui souhaite mettre en place des solutions. Et si on ne sait pas quel risque vous êtes prêt à prendre, et ben pour un même objectif et avec un même horizon de placement, on pourrait définir tout un tas de stratégies différentes, aussi bien prudentes qu'équilibrées ou dynamiques avec des allocations différentes. Et évidemment, si on prend quelque chose de prudent alors qu'en fait votre vrai risque c'était plutôt équilibré ou dynamique, ça va pas le faire, ça va pas aller. Vous n'allez pas atteindre en tout cas le rendement, l'espérance de rendement que vous souhaiteriez. Il faut bien la tolérance au risque pour être en fait dans le centre ici et être dans le vert, dans le juste, dans la réalité. Deuxième point, hyper intéressant aussi, c'est si vous avez votre horizon de placement et votre tolérance au risque, vous avez bien fait le questionnaire, mais vous n'avez pas défini vos objectifs précisément. Alors là, je pense que c'est vraiment le pire de tous. Moi, j'aime bien l'illustrer de cette manière, c'est vous souhaitez courir et vous entraîner pour préparer un marathon dans un an. Vous avez votre horizon de placement, votre tolérance au risque, ok. On a un début d'objectif avec le marathon, mais en fait, vous allez vous préparer sans plan d'entraînement, sans source de motivation et sans suivi, on va dire, régulier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être plein d'entrain, vous dire ah moi je me mets au sport, c'est ma résolution de l'année 2026, je veux préparer un marathon dans un an, donc j'y vais, let's go, je vais m'entraîner. 3 entraînements par semaine, c'est parti. Un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, une semaine de fête, super. Deuxième semaine, vous allez peut-être vous y tenir, vous allez commencer à avoir déjà un petit peu de fatigue et vous allez commencer à vous lasser, alors que là on a projeté un marathon dans un an, on est bien d'accord. Et la troisième semaine, vous allez louper une séance, vous allez en faire que 2 sur 3 et ainsi de suite, et vous allez vous démotiver et vous allez juste arrêter de courir au bout d'un mois grand maximum et vous n'atteindrez jamais cet objectif parce qu'il n'a pas été défini, il n'est pas précis dans votre esprit. Donc si l'objectif n'est pas précis, vous n'allez pas être motivé ou du moins suffisamment pour l'atteindre et aller jusqu'au bout. Donc on voit bien qu'ici, encore une fois, il manque quelque chose à l'équation pour pouvoir être dans le vrai, dans le juste, dans le vert. Et le dernier point, évidemment, c'est si vous avez en place vos tolérances au risque et vos objectifs, mais vous n'avez pas d'horizon de placement. Il manque quelque chose. Si on ne sait pas quand vous souhaitez atteindre votre objectif, malgré le fait que vous soyez équilibré en profil, par exemple, eh bien, on va se poser la question, pour quand cet objectif doit-il être atteint? L'allocation, évidemment, elle va être différente en fonction du temps qui va être défini pour l'atteinte de l'objectif, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et évidemment, encore une fois, on ne peut pas définir une allocation adéquate et responsable si on ne sait pas quel est l'horizon pour lequel vous souhaitez atteindre votre objectif de tout simplement. Donc, les trois se rejoignent, peut-être que ça se répète un petit peu, mais dans l'idée, je pense que vous comprenez, c'est qu'on est obligé d'avoir ce triptyque ensemble pour pouvoir bien définir ses objectifs, ses projets de vie et sa stratégie finale. Donc,
Donc, justement, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est travailler sur vos objectifs de vie. Vous allez définir 3 objectifs principaux. Ces objectifs, c'est assez simple, ils doivent suivre un triptyque un petit peu marketing. Alors, c'est même pas un triptyque là, parce qu'il y a 5 points à suivre, hein, mais ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Si vous souhaitez justement savoir un peu comment ça fonctionne, il y a plein d'articles sur Internet qui expliquent exactement ce qu'ils entendent par spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Mais bon, le plus important pour nous, vous l'avez compris, c'est le temporel, c'est-à-dire que définir son horizon pour lequel on va atteindre son objectif. Réaliste, c'est se dire par rapport à mes compétences, mes appétences, mes connaissances actuelles, est-ce que c'est réalisable et c'est faisable tout simplement? Ou atteignable, alors justement entre les deux, il y a peut-être parfois des confusions, mais dans l'idée, c'est de se dire est-ce que c'est réaliste dans le sens où c'est possible physiquement de l'atteindre, et atteignable, est-ce que par rapport au temps que je me suis donné et l'argent que j'ai à mes côtés pour cet investissement ou cet objectif-là, je vais avoir le temps nécessaire pour l'atteindre. S'il me faut 25% de rendement par an, c'est possible, mais c'est difficilement atteignable. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Mesurable, c'est savoir justement est-ce que je peux faire un check-up tous les 6 mois, tous les ans, voir mon évolution et voir si cet objectif évolue dans le bon sens. Et le spécifique, c'est définir précisément ce que vous voulez. Et là, le spécifique, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer exactement dans un exemple comment ça peut fonctionner. Alors, maintenant qu'on a dit ça, vous allez devoir classer vos objectifs par importance, par horizon et par montant visé in fine. Donc, très simplement, vous prenez votre objectif 1, 2 et 3, vous classez comme ça, du plus important au moins important. Vous mettez dans votre tableau ensuite l'horizon pour lequel vous souhaitez atteindre cet objectif et le montant que vous souhaitez avoir à l'horizon défini. Par exemple, vous avez un premier objectif plutôt court terme, on a dit horizon 2 ans, qui est de préparer un mariage. Et le montant que vous souhaitez pour ces objectifs est de 25 000 euros. Donc là, on a bien quelque chose de spécifique, préparer un mariage, de mesurable, atteignable. Alors 25 000 euros en 2 ans, tout dépend en fait un petit peu de votre cas, de l'audit de votre situation et de vos avoirs financiers. Est-ce que vous avez déjà une somme prête à être investie ou de côté qui pourrait faire en sorte de préparer ce mariage? Est-ce que vous le préparez à deux, tout seul, etc. Posez-vous toutes ces questions. Et temporel, oui, on sait que c'est dans 2 ans qu'il faut préparer tout ça. Ensuite, deuxième objectif, plutôt moyen terme ici, à 6 ans, achat de la résidence principale. Vous avez bien défini votre projet, vous voulez une maison à 350 000, 400 000 euros, vous avez besoin de 10% d'apport, à peu près un apport à 40 000 euros nécessaire pour cet objectif-là. Donc c'est défini, c'est parfait, on a un montant, on a un horizon de placement et on a notre objectif de vie. Super. Et le dernier objectif qui est un peu plus long terme pour le coup, 13 ans, voyage autour du monde. Donc là c'est vraiment un objectif plaisir et vous avez défini justement par rapport au parcours que vous souhaitiez faire, par rapport aux destinations, vous avez vraiment tout épluché, un besoin de 62 000 euros à terme pour financer ce voyage. Parfait. Donc là vous avez du temps devant vous. Nickel. Maintenant, il nous manque un truc parce que si vous vous souvenez, on a nos objectifs, on a nos horizons de placement et les montants qu'on souhaite atteindre en quelque sorte. Donc ça fait partie de l'objectif. Il nous manque cet aspect de tolérance au risque. Ok. Donc là, on va bien aller chercher et faire le travail pour définir notre profil de risque. Et pour ça, on va aller chercher le fameux questionnaire de risque à compléter. Donc, soit vous le complétez en amont tout seul sur un questionnaire que vous allez chercher en ligne et bien sûr qui doit être à jour. Et ça va vous permettre de filtrer et de tester vos connaissances financières et de savoir in fine si vous ressortez plutôt comme un profil, alors on a dit en 1, P comme prudent, un profil en 2, E comme équilibré, ou un profil en 3, D comme dynamique. Alors on en a même un autre, c'est un profil vraiment plus que dynamique, c'est-à-dire offensif, donc c'est le profil O. Et donc ça c'est à définir justement en amont avant de mettre en place vos stratégies. Et dans tous les cas, quand vous allez mettre en place vos stratégies et ouvrir vos différentes enveloppes chez vos différents courtiers ou assureurs, vous aurez un genre de KYC à réaliser avec un profil de risque à définir à l'ouverture de l'enveloppe. Donc vous y passerez dans tous les cas, ça vous pourrez pas y faire abstraction. Et une fois qu'on a bien défini tout ça, on va pouvoir ensuite orienter nos objectifs et on arrive au point 3 de notre guide. Troisième étape, c'est la définition de sa stratégie. Alors comment ça fonctionne, la définition de sa stratégie? Donc on se rappelle par rapport aux différents objectifs 1, 2 et 3 que vous avez définis, eh bien on va les mettre dans des bulles. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. Et chaque objectif va avoir son enveloppe d'investissement qui lui est propre pour pouvoir avancer sur sa stratégie finale. Alors l'enveloppe d'investissement A va être différente de la B et va être différente de la C, ok? En règle générale. Parfois on peut avoir une seule et même enveloppe pour 2 objectifs si ils ont plus ou moins les mêmes horizons de placement et plus ou moins les mêmes préparatifs nécessaires. Mais sinon, on a bien 3 objectifs différents et 3 enveloppes adéquates différentes pour chacun de ces objectifs, ok? Une fois que vous avez défini les enveloppes d'investissement, il va falloir définir les allocations pour chaque objectif. Évidemment, l'allocation de
l'objectif A, de l'objectif 1, pardon, et donc l'allocation A va être dépendante de l'enveloppe choisie et des classes d'actifs disponibles à l'intérieur de cette enveloppe, typiquement. Pareil pour l'allocation B et pareil pour l'allocation C. Et donc l'allocation, vous savez, c'est la répartition entre actions, obligations, monétaires, etc. Comment vous répartissez ça à l'intérieur de votre portefeuille? Est-ce que vous allez sur de l'ETF? Est-ce que vous allez sur des SCPI? Là, on met en place et on met en mouvement un petit peu toutes ces classes d'actifs entre elles pour vraiment proposer un portefeuille qui soit adapté à votre objectif initial. Et in fine, une fois qu'on a défini l'allocation, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des projections. C'est le montant final visé. Donc là, pour rappel, quand on revient ici dans le tableau, c'est par exemple, on va faire une projection sur 6 ans pour atteindre ces fameux 40 000 euros en fonction d'un montant initial qu'on aura versé sur l'enveloppe adéquate. Et justement, je vous ai développé l'exemple juste après, je fais les choses bien pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, passons à cet exemple. On va faire vraiment étape par étape. En 1, on avait dit on veut aller préparer un mariage. Préparer le mariage, on avait 2 ans devant nous pour préparer ce mariage. Alors, en 2 ans, je vous le dis, on ne prend pas de risque. On ne peut pas se permettre de prendre du risque quand on a 2 ans devant nous. Il faut garder cet argent sur des liquidités au maximum. Donc, sur ces livrets A, LEP, LDD, le PEL, le CEL, tous vos livrets vraiment accessibles, gardez au maximum de liquidités dessus si vous avez un objectif dans 2 ans. Vous avez aussi les fonds en euros des contrats d'assurance vie où vous avez des dépôts à terme, les fameux DAT qui sont disponibles pour ça si besoin. Donc par exemple, là on va mettre initialement sur nos livrets, on avait 20 000 euros de dispo pour préparer le voyage et on peut se permettre tous les mois de verser 200 euros pour vraiment atteindre nos 25 000 euros d'objectif à terme. Donc l'idée c'est d'allouer tout ça sur du 100% sécurisé, ça je vous apprends rien, et in fine, avec un taux de 2% par an, donc qui est le taux moyen des livrets ou des supports en tout cas liquides, on atteindrait 25 708 euros 2 ans plus tard avec 20 000 euros et 200 euros par mois initialement investis. Donc ça c'est validé et c'est vraiment comme ça en fait que vous allez effectuer vos projections et vous dire bah en fait par rapport à ce que j'ai initialement, ce que je souhaiterais mettre et investir et l'argent, le flux, ma capacité d'investissement qu'on a défini justement en première étape que je serais prêt à injecter tous les mois pour ces objectifs, on va projeter et on doit regarder justement si c'est faisable ou non. Et si c'est pas faisable, pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que le taux de rendement est pas assez important? Est-ce que l'allocation initiale, le montant initial que j'investis n'est pas assez important, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir moduler vos objectifs pour vraiment vous dire, bah en fait, à terme, tout ce que j'ai mis en place, c'est accessible et c'est faisable. En 2, on va travailler sur l'achat de la résidence principale. Et donc là, vous avez un horizon de 6 ans, par exemple, devant vous. Donc un horizon de 6 ans, c'est un horizon moyen terme. J'aime pas forcément aller sur tout ce qui est compte titre, sur PEA dès qu'on a 6 ans devant nous, même si c'est possible. Je trouve qu'on est à 100% orienté sur du marché action pour le PEA en tout cas, et donc c'est trop risqué par rapport à l'horizon moyen terme de 6 ans. Pour moi, le PEA et le long terme, dès qu'on est sur du 100% action, c'est bien si on a 7 ans ou plus devant nous. 6 ans, on part du principe que c'est du moyen terme, mais c'est pas suffisant. Donc, on va s'orienter vers un contrat ici, un contrat d'assurance vie. Un contrat d'assurance vie sur lequel on va initialement pouvoir verser 25 000 euros et rajouter par exemple 100 euros par mois. Alors c'est un pur exemple, hein. Tout dépend des liquidités que vous avez de côté, encore une fois, et de vos objectifs. Et sur ce contrat-là, vu qu'on a défini un profil, par exemple, équilibré pour cette personne qui a ces objectifs-là, eh bien on va aller sur une stratégie à 50% en fonds en euros et 50% en unités de compte. Alors le fonds en euros, pour rappel, c'est à peu près le capital garanti sur votre contrat d'assurance vie. Donc forcément, qui dit capital garanti dit moins de risque, donc un peu moins rémunéré. Par contre, les unités de compte, eux, peuvent être plus risquées. Et là, on va aller sur du plus risqué, donc on va aller chercher un peu plus de performance et de rendement. Donc en moyenne, sur ce contrat d'assurance vie-là, on a bien fait nos projections. On vise à peu près 5% de rendement par an. Donc 25 000 euros initialement, plus 100 euros par mois à 5% par an. Quand on le rentre dans notre petite calculatrice financière, on obtient à terme, donc au bout de 6 ans, 41 800 euros. Et on se rappelle, notre objectif, c'était de préparer un apport de 40 000 euros. Donc là, encore une fois, on peut le valider et c'est parfait. Et ainsi de suite. Et vous faites la même chose après pour le voyage autour du monde. Donc ça, c'était le 3e objectif dans notre liste. On avait 13 ans devant nous. Et là, 13 ans, on a du long terme. On peut prendre plus de risques, un peu plus de dynamisme. Donc le PEA ou le compte titre ordinaire sont 2 bonnes enveloppes. Pourquoi je privilégierais plutôt le PEA au compte titre? Parce que sur le PEA, alors certes, vous avez un peu moins de possibilités d'un point de vue classe d'actifs, enfin support d'investissement. Mais par contre, en contrepartie, vous avez un avantage fiscal sur les gains que vous allez générer après 5 ans de détention de votre PEA. Et à ce moment-là, vous pouvez ressortir des sous avec un avantage fiscal. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur les gains générés, seulement des prélèvements sociaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour commencer, j'ai décidé d'y placer 5 000 euros et 200 euros par mois. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on regarde un peu globalement ce qui se passe, c'est que initialement, la personne qui a redéfini ces objectifs-là avait quand même 50 000 euros de côté sur des livrets d'épargne et une capacité d'épargne de 500 euros par mois. Et tout ça, ça a été remodelé pour travailler en fonction de ces projets
et de ses objectifs. Donc si on regarde le PEA, eh bien en fait, on pourrait avoir quelque chose du genre 80% en ETF et en actions et 20% d'obligations. Alors attention, sur le PEA, on n'a pas accès au marché obligataire. Donc vous pouvez très bien, par exemple, ouvrir un CTO si vous le souhaitez et avoir ce genre de stratégie à 80% d'ETF actions, donc plutôt ETF dynamique et des actions individuelles que vous choisissez après avoir effectué une analyse fondamentale de ces dites actions et un petit peu d'obligations à travers des ETF obligataires ou des fonds datés échus par exemple qui vont permettre de sécuriser un tout petit peu votre portefeuille ou alors vous allez sur du 100% actions. Bref, c'est votre choix, mais en tout cas on va chercher plus de risques pour aller chercher un rendement plus intéressant aussi. Et ici, dans ce cadre-là, vu qu'on a 13 ans devant nous, on va chercher du 8% par an. Et si on fait travailler donc 5000 euros plus 200 euros par mois pendant 13 ans à 8% par an, et bien in fine, on obtient 67 400 euros. Et donc encore une fois, c'est validé par rapport à l'objectif initial qui était d'aller chercher 62 000 euros pour notre voyage autour du monde. Et de cette manière, on a une première projection, c'est un peu simplifié peut-être, mais on sait où on va, comment on l'effectue avec de la liquidité, avec du moyen terme, avec du plus long terme, et chaque objectif est vraiment piloté sur une enveloppe, une allocation, avec des flux et des stocks initiaux investis et un taux de rendement projeté, et qui nous permet de savoir à peu près, nous donner beaucoup plus de clarté, on passe vraiment du flou à la clarté de cette manière, et je pense que vous pourriez évidemment faire de même. Alors, encore une fois, les allocations qui sont précisées ici, c'est vrai que je l'avais mis là, dépendent bien évidemment du fameux filtre du profil de risque que vous avez défini ici, et savoir si vous êtes prudent, équilibré, dynamique ou offensif, et donc, in fine, les allocations dépendront un petit peu de ça. En 4, on va pouvoir continuer avec choisir son courtier en ligne. Alors, choisir son courtier en ligne, évidemment, c'est quand on a sa stratégie qui est un peu définie, où on sait qu'on va investir sur un PEA, une assurance vie, etc. Maintenant, il faut savoir où l'ouvrir. Concrètement, où est-ce que j'ouvre ces enveloppes? Alors, l'enveloppe d'investissement, justement, qu'on a désigné pour chaque objectif, eh bien, il va falloir définir, comme j'ai dit, le courtier adapté. Le courtier, il y en a plusieurs. Et c'est souvent un courtier en ligne qu'on va aller chercher. Et donc, quand je dis courtier, c'est plutôt pour tout ce qui est investissement sur compte titre PEA. Et quand je dis assureur, c'est plutôt pour ceux qui veulent aller vers de l'assurance vie ou du PER, d'accord? Et chaque courtier va avoir ses propres spécificités, ses avantages et ses inconvénients également. Une chose à regarder, c'est la capacité d'investissement que vous avez établie à l'étape 1. Vous êtes prêt à mettre tous les mois. Si, par exemple, vous souhaitez ouvrir un PEA, mais vous avez 50 euros par mois à y mettre, eh bien, vous ne pourrez pas ouvrir votre PEA chez Boursorama qui vous demande à minima de passer un ordre de 100 euros chaque mois. Voyez? Donc, c'est pour ça que vous allez devoir vous adapter en fonction des courtiers, de leurs avantages, de leurs inconvénients, etc. Vous allez ensuite aussi regarder vos différentes volontés et vos appétences. Parce que je sais qu'il y en a qui ont absolument besoin d'avoir une expérience utilisateur vraiment propre, un service client vraiment présent parce qu'ils ont des questions à poser, ils ont besoin d'échanger, d'être rassurés, etc. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc forcément, ils vont aller vers un courtier qui tend à ces expériences beaucoup plus sympas pour l'utilisateur. Là où d'autres sont peut-être beaucoup plus spécifiques, beaucoup moins coûteux, un peu plus low cost en quelque sorte, mais qui ont une expérience utilisateur vraiment déplorable. Donc ça va vraiment être à voir en fonction de vous et de vos besoins. Et justement pour ça, vous pouvez aller tout simplement sur Trustpilot qui en fait reprend les notations des différents courtiers ou des différents assureurs. Vous avez juste à noter leur nom. Vous allez avoir en fait tous les comparatifs entre chacun d'eux et derrière vous allez pouvoir définir en fonction des avis clients, des retours clients, celui qui vous correspond le plus et qui serait le plus adapté. Et ça dépend aussi de votre appétence dans le sens où si vous êtes prêt à apprendre de vous-même et faire tout seul et vous voulez vite monter en compétence, vous allez aller chez un courtier beaucoup plus spécifique et technique, ou alors au contraire si vous avez envie d'un peu plus déléguer et de choisir quelque chose qui soit juste sympa à utiliser, très simple d'utilisation sans rentrer dans la complexité et la spécificité, vous allez aller chez un courtier vraiment beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup plus user-friendly. Attention également aux différents frais, évidemment. Les frais, c'est important, on n'y passe pas à côté, donc on va aller chercher les courtiers les plus compétitifs sur le marché, on évite les courtiers traditionnels et bancaires qui vont vous faire facturer forcément des droits de garde, des frais de gestion supplémentaires plus importants, des frais d'arbitrage, des transferts entre lignes, etc. qui peuvent être coûteux, bref, des choses qu'on pourrait optimiser dans tous les cas avec les courtiers en ligne. Et évidemment, vous allez bien faire attention aux classes d'actifs disponibles. Par exemple, vous voulez ouvrir votre contrat d'assurance vie chez un courtier en ligne et vous voulez avoir accès à un ETF sur l'or. Et bien, tous les assureurs en ligne ne proposent pas d'ETF sur l'or. Donc, il faut bien que vous fassiez attention et que vous fassiez vos recherches en amont, savoir quels sont les supports, les classes d'actifs disponibles et bien vérifier que les classes sur lesquelles vous voulez investir soient bien dispo à l'intérieur de l'enveloppe et des unités de compte ici en particulier. Donc, on pourrait faire une simulation du manque à gagner provoqué par les frais sur le long terme. Pour ça, vous avez Finari ou Bourse 101 et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est sur une calculatrice financière des manques à gagner. Alors, pourquoi je parle de manque à gagner? Parce que très souvent, ce qui se passe, et ça, faut que vous vous en souveniez, c'est que dans votre cas, peut-être que vous allez avoir vos contrats
contrat, que ce soit PEA, compte titre, assurance vie ouvert chez votre banque en fait, banque traditionnelle que vous avez toujours eu, et c'est ok jusque-là, mais très souvent vous avez des frais qui sont liés à vos contrats, surtout pour l'assurance vie avec un millefeuille de frais qui est un petit peu immonde on va dire, et qui provoque un manque à gagner sur vos investissements, surtout pour le long terme. Et en général, on sait, on a vu, il y a des moyennes qui ont été faites, les contrats d'assurance vie traditionnels proposent des frais aux alentours de 2 à 2,5% par an, donc qui viennent directement s'imputer sur votre performance générée dans l'année. Et ça, sur le long terme, c'est catastrophique, c'est dévastateur, et ça crée des vrais manques à gagner. Donc, si on veut se projeter, par exemple, par rapport à un contrat d'assurance vie, je sais pas, moi, qui proposerait 1% de frais par an, qui viennent s'imputer sur la performance, versus un contrat d'assurance vie traditionnel, vient imputer 2,5% de frais par an. Donc, on a un gap, un différentiel de 1,5% par an. On va voir ce que ça peut donner sur le long terme. Donc, admettons qu'on a un investissement initial de 10 000 euros et des versements réguliers sur votre contrat d'assurance vie de 400 euros par mois. La durée d'investissement souhaitée, par exemple, est vraiment de 15 ans. Vous avez une vision long terme et vous avez un profil de risque plutôt dynamique. Donc, vous allez chercher plus de risques et vous allez chercher un objectif de rendement à 7% par an. 7% par an, et on va regarder ce que ça pourrait donner pour votre banquier traditionnel qui impute d'office 2,5% de frais. Donc, ce qui fait que vous retombez à 4,5% de rendement à l'année parce que vous avez 2,5% qui sont partis dans les frais. On lance le calcul et on voit un peu ce que ça donne. Alors, a priori, après 15 ans, vous auriez atteint 121 531 euros sur votre contrat d'assurance vie net de frais, ok, pour donc 10 000 euros d'investissement initial, 72 000 euros de versement régulier et 39 531 euros d'intérêt. Donc, on retient cette somme, 121 531, ok, et on va la comparer maintenant avec un contrat justement qui donc va chercher aussi 7% d'intérêt par an annuel, mais par contre, eh bien, qui subit 1% de frais liés au contrat. Donc, on est à 7-1, on est à 6% d'intérêt au lieu de 4,5, et là, on fait le calcul, et on aurait atteint à peu près 139 288 euros contre 121 500 auparavant. Donc, on voit bien qu'on a un gap ici de 18 000 euros sur 15 ans entre ces deux contrats d'assurance. 18 000 euros, peut-être que pour certains, c'est pas énorme, mais on se rend bien compte quand même que rien qu'avec ce différentiel de 1,5% de frais, eh bien, il y en a un qui est vraiment imputé et qui, si on laissait notre contrat investi sur beaucoup plus longtemps, verrait un manque à gagner qui ferait que de se creuser entre les deux contrats parce qu'il y en a un qui est juste plus optimisé que l'autre, et c'est super important que vous preniez conscience de ça aujourd'hui. Donc, faites bien attention aux frais qui vont être mis en place chez votre courtier, chez votre assureur, et essayez de l'optimiser dès le départ pour pouvoir avoir le maximum de performance année après année. Et revenons tout de suite en fait au 5e point. Maintenant qu'on a vu ce 4e point et son importance, qu'on l'a bien compris, le 5e point, ça va être tout simplement d'automatiser vos investissements. Et donc l'automatisation des investissements, ça vient d'abord par des virements automatiques que vous allez effectuer chaque mois en début de mois juste après réception de votre salaire, et ces virements, vous allez les faire vers vos enveloppes d'investissement. Si vous ouvrez un contrat d'assurance vie, normalement à l'ouverture, vous allez signer et mettre en place un versement programmé si vous le souhaitez, de l'ordre de X euros par mois que vous choisissez en fait, et ça va être relié à donc vous allez délivrer votre IBAN, et donc vous allez avoir un prélèvement tous les mois qui sera fait, donc vous n'aurez même pas à vous poser la question. Et l'allocation, après, c'est vous qui définissez comment, à l'ouverture, comment vous allouez ces fonds si vous êtes en gestion libre. Sinon, si vous choisissez une gestion pilotée, c'est justement l'assureur ou la société de gestion qui va gérer pour vous votre propre contrat. Donc vous n'avez même pas de questions à vous poser, ça vous prend vraiment 0 minutes par mois une fois que le virement automatique est mis en place. Pour tout ce qui est compte titre PEA par exemple, eh bien là pour le coup, vous allez devoir mettre en place un virement automatique vers votre enveloppe PEA ou vers votre enveloppe compte titre, et ensuite à l'intérieur de votre espace, donc sur votre courtier en ligne, il va falloir peut-être que vous refassiez un virement vers le PEA ou vers le compte titre, tout dépend un petit peu de la gestion de chacun des courtiers, et vous avez après différents choix. Si vous êtes parti chez Trade Republic ou chez Boursorama, vous avez la possibilité de mettre en place des investissements programmés sur votre stratégie, et donc ça vous le mettez en place et vous n'avez plus rien à toucher ensuite. Ou alors si vous êtes chez un autre courtier qui propose pas ce genre de service, il va falloir que vous passiez vos ordres d'achat par vous-même à la mano, vous mettez juste un rappel, vous faites ça juste après avoir effectué vos virements, et comme ça vous prend vraiment 10 minutes par mois. Le but dans tous les cas, vous allez en fait devoir respecter votre DCA. DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie qui consiste à investir un même montant sur votre stratégie d'investissement tous les mois, à la même date, à une date prédéfinie que vous avez choisie, les 5 du mois par exemple, vous versez 500 euros sur votre stratégie PEA sur 3 ETF par exemple, vous splittez en 50, 30, 20, peu importe. Ça c'est un exemple. Mais le DCA, il est super important. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir lisser vos points d'entrée sur les marchés, et donc forcément quand les marchés vont moins bien, vous entrez sur le marché à un prix plus intéressant, c'est les soldes entre guillemets. Mais c'est simple de dire que c'est les soldes parce que
quand tout baisse, c'est difficile justement d'investir et de rentrer sur le marché. On aura plutôt tendance, en règle générale, à se dire il faut vendre. Non, là, il faut que vous restiez évidemment investi, ok? Et il faut que vous continuiez à investir justement tous les mois sans vous poser la question est-ce que je suis sur un point haut ou un point bas. L'idée, c'est juste se dire il y a des moments, ce sera un bon moment d'entrée et tant mieux pour moi. Des moments, ce sera moins bien et tant pis, mais ça fait partie du jeu. Et comme ça, vous posez vraiment pas la question. Vous prenez juste 10 minutes par mois pour faire ça. Et après, vous vaquez à vos occupations et vous sortez un petit peu cette charge mentale liée à l'investissement de votre esprit et vous continuez votre vie comme bon vous semble. Et in fine, pour terminer, ce qui peut être intéressant de faire, c'est vraiment effectuer un check-up annuel de votre portefeuille, de vos stratégies pour rééquilibrer les portefeuilles si nécessaire. C'est-à-dire que si sur l'année, vous avez eu une partie de votre allocation qui a explosé et une autre partie qui a eu plus de difficultés, et bien forcément par rapport à l'allocation générale et initiale que vous aviez donnée, peut-être qu'elle va être un peu modifiée. Si vous aviez fait un 50% action, 30% obligation, 20% SCPI dans votre contrat d'assurance vie par exemple, que sur l'année en cours, les actions ont surperformé le reste, et bien peut-être que la poche action aura pris plus de place que les autres, donc il va falloir que vous revendiez un petit peu d'actions pour racheter un peu d'obligations et de SCPI pour vraiment rebalancer, rééquilibrer en fait globalement votre portefeuille, et c'est ce que vous allez devoir faire une fois par an. Ça prend peut-être 1 heure, 2 heures maximum à faire. Vous équilibrez, vous réarbitrez, vous faites un petit suivi Excel et vous êtes reparti pour un an supplémentaire. Et puis voilà. Donc on a vu ensemble exactement les 5 étapes à suivre pour structurer vos finances sur l'année 2026. Donc c'est un guide complet, vraiment pour les débutants. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et me dire si ça vous a plu. Et si vous souhaitez davantage d'informations concernant la méthode Serenity et mon accompagnement, n'hésitez pas à me DM directement YouTube sur Instagram, donc Axel LCN-du-bas coaching, et je viendrai vous répondre en perso. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, ciao.